Eh bien, nous revoici, nous sommes aux Semaines de l'Hexagone cette année et nous rencontrons aujourd'hui Laurent Hachet qui vient depuis quelques années dans notre séjour ludique. Alors, la première année, tu nous avais dit voilà, que tu allais sortir un jeu et il est sorti l'année dernière, c'est ça? En fait, c'était en 2018, Noël 2018. Voilà, Enfin, Noël pour Noël 2018, 2018. voilà, donc du coup c'était quasiment 2019. Et c'était une escape box sortie aux éditions 404 sur le thème de Cthulhu. Oui, exactement. Alors, je peux t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, En fait, le principe est assez simple. Vous avez en fait dans cette boîte le matériel nécessaire pour organiser 3 escape rooms chez vous. Vous avez des cartes qui représentent les différentes énigmes. Vous avez un maître du jeu qui va prendre ces cartes et les cacher dans la pièce. Ensuite, il va inviter tous les joueurs. Il va leur distribuer un manuel. Il va leur donner aussi des cartes pour pouvoir commencer. Et à ce moment-là, les joueurs vont pouvoir démarrer l'escape room. Le maître du jeu va lancer une bande son qui a été faite spécialement pour cette escape room. oui. Elle va durer 1 heure et en plus elle va rythmer et donner l'ambiance. La bande son démarre, les joueurs vont alors commencer par fouiller la pièce, trouver les cartes, les assembler pour faire une énigme, résoudre toutes les énigmes et à la fin, le maître du jeu va leur donner systématiquement, après chaque résolution d'énigme, une nouvelle carte. Et cette nouvelle carte va leur permettre en fait de constituer la dernière énigme, celle qui va permettre de fermer le portail qui est apparu sur le poster qui est fourni par la boîte, au moins. Et alors, donc ces escape box ont différents thèmes, avec chaque fois des auteurs différents. Toi, tu as fait celle de Cthulhu et tu en as une deuxième en préparation qui va sortir bientôt. Oui, en effet, c'est pour le Noël de cette année. Donc je pense qu'elle devrait sortir alors fin octobre, début novembre, sur un nouveau thème. Pour l'instant, je ne peux pas encore en parler, mais bon, elle est finie. Elle C'est pas est... sur un thème de virus au moins. Ah non, 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 ça va. Non, elle est partie et elle devrait être disponible pour Noël de 2020. Très bien. Bon, bah comme il y a 2 ans pour la première escape box Cthulhu, tu avais fait alors. Voilà, voilà, exactement. Et tu es membre de la LIF. Oui. Qu'est-ce que c'est que la LIF? Alors, la LIF, c'est la Ligue extraordinaire des auteurs et autrices franciliens. Oh, Oui. En fait, c'est une association qui permet de se retrouver entre auteurs de jeux de société qui plutôt issus en Ile-de-France. Et on va se retrouver lors de soirées spécialement dédiées pour tester nos protos ou pour faire des ateliers sur, par exemple, la rédaction des règles. très bien. C'est aussi l'occasion de temps en temps de rencontrer des éditeurs et de se mettre en contact avec eux, ou même de les voir venir, de les inviter à venir une soirée pour qu'ils nous parlent un peu de leur métier, de comment ils travaillent et de ce qu'ils attendent des auteurs. Ce qui nous aide déjà à faire des propositions qui soient plus, soit en adéquation à ce qu'ils Mm. recherchent, ou soit plus dans les formes qu'ils attendent, quoi. Oui, oui, tout à fait. Au niveau de l'ergonomie de présentation. Oui, voilà, Mm. voilà. Pour nous dire, bon, par exemple, qu'il n'y a pas besoin de faire des dessins extraordinaires, puisque c'est eux plutôt qui vont s'en occuper. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut faire en sorte que la lecture des règles soit bien fluide et qu'il y ait beaucoup de choses de ce côté-là, quoi. Oui, alors justement, la lecture des règles ou la relecture des règles, je voulais t'en parler. Là, en septembre, dans quelques mois, va ressortir Seven Wonders, deuxième édition. Et ils ont revu leur présentation visuelle avec un peu plus de couleurs saturées sur la couverture, ce qui est dans l'air du temps. Et ils ont également prévu une révision de la présentation des règles, j'ai vu. C'est-à-dire que ce sont les mêmes règles, mais présentées d'une manière un peu plus ergonomique pour que ce soit plus facilement compréhensible par le public qui lit les règles. Alors, cette relecture des règles, toi, une fois que ton jeu est créé, comment est-ce que tu le travailles? Oui, alors c'est une très bonne question parce que c'est effectivement le ticket d'entrée, c'est un peu le premier obstacle, le plus grand obstacle en fait que les auteurs de jeux rencontrent pour justement vendre, enfin pour proposer leur œuvre au public. Puisque en fait effectivement personne n'aime lire les règles. C'est Oh, si, leur- si, moi j'adore. Moi, je Alors, continue de lire les règles au lieu de voir les ouais, vidéos. Mais... alors tu es vraiment une exception, hein. Parce que dans l'ensemble, bon, les gens ne sont pas très friands pour lire les règles, ils aiment plutôt que quelqu'un leur explique, et quand c'est vraiment réussi, en fait, il n'y a pas besoin de réexpliquer quand ils rouvrent la boîte plusieurs mois après. Oui. Voilà. Donc, alors le travail, bon, on pourrait dire que ça commence au tout début par une feuille de papier et un crayon, et je jette mes premières idées dessus. Ensuite, très rapidement, je vais un peu plus les structurer et écrire dans un grand fichier. Généralement, j'appelle ça le making of.
Donc généralement, il y a plusieurs écritures. La première va être la façon la plus simple. Je vais déjà réfléchir au vocabulaire. Ouais. C'est vrai que moi, de ce côté-là, j'aime bien être redondant et assez répétitif. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est avoir des images, parce que j'ai certains jeux qui sont très visuels. Bon, par exemple, là, en ce moment, je travaille aussi sur un jeu de course de voiture, dans un univers post-apocalyptique. Et pour les virages, pour les carambolages, bah, en fait, j'utilise une capture d'écran, enfin, ou un dessin avec des hexagones et des flèches pour montrer un peu où ça va et où ça ne peut pas aller. Et alors justement, tu y viens. Alors quels sont tes autres projets? Parce que les deux premières Escape Box étaient aux 404 éditions. Et donc tu travailles sur avec d'autres éditeurs et tu crées d'autres protos en ce moment. C'est plutôt un jeu d'enquête, d'énigmes aussi, et qui va être sur quelque chose de beaucoup plus profond, pour les joueurs beaucoup plus assidus, puisque ça va durer là quelques heures, alors que là où l'Escape Box durait 1 heure dans top chrono, là on aura plus de temps et peut-être même plusieurs scénarios aussi. Et c'est prévu donc, pour passer au moins plusieurs après-midi dessus. Voilà, donc tu vas fournir des scénarios clés en main et après c'est aux joueurs de les jouer, de les interpréter. Voilà, et puis les scénarios, certes, mais aussi toutes les pièces. C'est-à-dire tous les éléments d'enquête, les preuves, les choses comme ça qui vont apporter, qui vont amener les gens justement à réfléchir sur ce qu'ils voient, peut-être même aussi sur ce qu'ils entendent. Parce qu'on va peut-être aussi travailler un peu sur le son. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, si là aussi il y allait y avoir une bande son à la fois pour accompagner ou pour peut-être donner des indications, des informations. Alors la bande son, je sais pas, ça n'a pas été fixé. Mais par contre, là où ce que je penserais peut-être serait intéressant, c'est faire des preuves sonores en fait. Oui. Quelque chose qui a été assez peu utilisé, justement, j'ai quelques idées, notamment en termes d'acoustique, enfin, il y a pas mal de choses à voir de ce côté-là. Et alors quand tu crées tes protos et tes idées de jeu, comment te vient l'idée de création première? C'est-à-dire l'idée germe de départ et puis après l'évolution de qu'est-ce que tu en fais? Alors comment ça vient? C'est toujours de façon assez spontanée, peut-être des fois un peu incongrue. Ça peut être aussi bien en lisant une bande dessinée, en regardant un film, en lisant un livre. Ça peut être aussi en jouant à un jeu, où je me dis tiens, ce système me plaît bien. Généralement, en fait, je me rends compte que ça fait un peu un travail de synthèse qui se fait. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai une idée en lisant une bande dessinée, par exemple, et je me dis ah mais tiens, ça me rappelle avec tel jeu, et j'ai fait la synthèse entre les deux. Pour finir, nous donnons souvent des petits conseils en fin d'interview à ceux qui sont apprentis, un peu comme la personne que nous interviewons. Donc, toi, comme tu es auteur de jeu, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ceux qui sont en train de créer des protos ou qui hésitent à franchir le pas? Quels conseils tu peux leur donner? Alors je dirais que le plus important, enfin le plus urgent dans la création d'un proto, ça va être le tester. Le tester et peut-être que pour les premières fois, ne pas trop s'embêter à faire des choses très jolies. Parce qu'en en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il va falloir le faire, le refaire et le re-refaire. Oui, c'est ce que nous disait Alexandre Droit là. Oui. De tester dans plein d'endroits différents avec des tas de personnes différentes et de profils différents. Voilà. Et surtout, il ne faut pas avoir peur aussi des fois à abandonner certaines idées pour en adopter d'autres. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, c'est pas nécessaire de faire vraiment de beaux dessins parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres projets où on va dire, bah justement, nous on aimerait partir de certains dessins précis et faire un jeu autour de ces dessins pour les mettre pour les mettre en valeur. Je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, justement, bah, ça a été la LIF, c'est-à-dire le club des auteurs, parce que me confronter à mes pairs, ça a été très instructif parce que, disons qu'ils étaient très exigeants. Ils n'hésitaient pas à nous demander des choses sur les jeux, de leurs attentes, comment aller plus loin. Ils savaient aussi, ils pouvaient faire des comparaisons par rapport à ce qui existait. Et ça peut être intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de festivals qui se créent et qui proposent justement des salles des tables pour les prototypes. Y compris dans les festivals, on va dire, plus local. On a l'événement Octogone qui a lieu, lui, en octobre et qui va regrouper, 7 à 8 000 personnes. Alors, Octogone, cette année, pour 2020, a été annulé à cause du virus, hein, voilà. Mais nous allons faire un Octogone virtuel et on est en train de se poser la question, justement, si on va faire une zone proto-virtuelle. D'accord, oui, effectivement, je m'étais inscrit d'ailleurs au Protogone. Eh bien, on te tiendra au courant, voilà. Voilà, c'est en train de se mettre en place pour voir justement si on peut faire un protogone virtuel. Voilà, on est en train d'étudier la question. Ok. Et ben voilà. Bon, ben merci beaucoup, Laurent. Et c'est moi qui te remercie, Stéphanie. À bientôt. À bientôt.